80 km de Dien Bien Phu, l'endroit de la frontière d'où Giap faisait venir son ravitaillement était situé à quelques 960 km de là. 960 km d'une jungle démunie en grande partie de pistes, avec de nombreuses rivières à traverser et des montagnes à escalader. Giap mit au travail des milliers de coulis, originaires des villages traversés, pour la plupart en les recrutant de force et sans les payer, et qui ne travaillèrent sûrement pas tous de façon aussi enthousiaste que ce film tourné par les Russes voudrait nous le faire croire. En fin de compte, la performance réalisée fut tout de même remarquable, puisqu'en l'espace de 3 mois se constitua sous le nez des Français une piste qui descendait les 960 km depuis les dépôts de fournitures situés sur la frontière chinoise. La première piste Ho Chi Minh, mais non la dernière, ainsi que l'histoire nous l'a enseigné. Les Viet Minh étaient experts en camouflage et portèrent tous leurs efforts à déjouer la surveillance des avions de reconnaissance français. À certains points de la piste, les cimes des arbres les plus hauts furent attachées ensemble pour former un tunnel de végétation. Les Viet Minh savaient également qu'une fois la mousson commencée, il serait difficile de survoler Dien Bien Phu et de l'approvisionner. Pour les Français, la raison d'être de Dien Bien Phu reposait entièrement sur le fait qu'on pouvait protéger et ravitailler la zone par voie aérienne sans gêne ni interruption. Tout du côté Viet Minh était subordonné à l'approvisionnement du front. Hommes, machines et animaux étaient réquisitionnés sans ménagement. Les femmes eurent également leur rôle à jouer. Ce fut un effort gigantesque, orienté dans un but unique. Les Russes donnèrent à Giap plusieurs centaines de camions dont il fit bon usage, bien que tombant régulièrement en panne et difficile à réparer en pleine jungle. La plus grande partie des fournitures fut acheminée à Dien Bien Phu sur des bicyclettes, en général de fabrication française, et achetées des années auparavant dans les boutiques d'Hanoï et de Saigon. Chacune d'elles transportait environ 200 kilos, et c'est ainsi que furent apportées à Dien Bien Phu quelques 8000 tonnes de nourriture et de munitions. Le plus grand exploit Viet Minh, dont l'importance se révéla cruciale à l'issue de la bataille, fut le halage de plus de 200 pièces d'artillerie lourde, de fabrication américaine pour la plupart, et capturées par les Chinois en Corée. Des bunkers avaient été construits sur les flancs des collines avoisinant Dien Bien Phu pour y abriter l'artillerie, sans que les Français, une fois de plus, ne s'en rendent compte, et quand ils le firent, ils refusèrent d'y croire. Ainsi que le disait le chef de batterie français, premièrement, les Viet Minh ne réussiront pas à faire venir leur artillerie ici. Deuxièmement, s'ils réussissent, nous les écraserons. Troisièmement, même s'ils parviennent à ouvrir le feu, ils sont incapables de fournir assez de munitions à leurs pièces pour nous causer un tort réel. Ils devaient se suicider peu de temps après le début de la bataille. De façon ironique, si les Français avaient évacué Dien Bien Phu à la dernière minute, et ils avaient tout à fait les moyens de le faire avant que la mousson ne commence, ils auraient gagné une fantastique victoire psychologique, puisque Giap se serait retrouvé avec l'essentiel de ses forces et toute son artillerie isolée loin de tout, tandis que les Français, grâce à leur mobilité aéroportée, auraient pu attaquer ces bases de ravitaillement près de la frontière chinoise avec une relative impunité. Mais une telle ressource était inconnue du côté des Français à ce stade de la guerre d'Indochine.
L'approche à donner au combat ne soulevait pas non plus l'unanimité parmi eux. Le commandant en second de Navarre, au nord, le général René Cogny, était quant à lui opposé à cette attente forcée à Dien Bien Phu, bien qu'ayant été chargé d'en planifier l'organisation et le ravitaillement. L'infortuné commandant de la place était un fougueux colonel de cavalerie très courtisé des dames, du nom de Christian-Marie Ferdinand de la Croix de Castres. On disait que les points clés de la vallée portaient les noms de ses maîtresses. Anne-Marie, Béatrice, Gabrielle, Claudine, Françoise, Isabelle, Dominique, Marcel. Mais une fois la bataille commencée, il resta à l'écart et les décisions stratégiques furent prises par son chef de troupe parachutiste, Pierre Langlais. Ne frappez que lorsque le succès est certain. Telles étaient les instructions que Giap avait reçues d'Ho Chi Minh. Et début mars, plus de 100 jours après que les parachutistes français eurent touché Dien Bien Phu, Giap décida qu'il était prêt. Il disposait même d'un modèle réduit de la vallée qui lui servait à planifier la bataille et à donner des ordres à ses subordonnés. Les services secrets français furent informés 24 heures à l'avance de l'attaque lorsqu'ils interceptèrent un message provenant du quartier général de Giap ordonnant d'évacuer tous les civils de la vallée pour le 13 mars, un samedi. Mis au courant, De Castres supposa que la bataille commencerait à 17 heures. Les Viet Minh, attaquant d'habitude juste avant la tombée de la nuit, quand leurs artilleurs avaient encore assez de lumière pour viser la cible, mais qu'il ne restait plus beaucoup de temps aux bombardiers français pour intervenir. Ils ne se trompaient pas. Tel un orage de grêle un soir d'hiver, les obus se mirent à pleuvoir sur les malheureux Français. Pour la première fois, ils ressentaient tout le poids de l'artillerie Viet Minh. Bunker après bunker, tranchée après tranchée, tout s'écroulait et ensevelissait hommes et armements sous les décombres. De nombreuses pièces d'artillerie lourdes se trouvèrent immédiatement neutralisées et grandes furent les pertes parmi les artilleurs dans leurs emplacements à l'air libre. 500 Français moururent ce soir-là, y compris quelques-uns des plus proches camarades de Castres. Son chef d'état-major fut atteint de dépression nerveuse et dut être relevé de son poste. L'un des points clés les plus importants tomba presque immédiatement et ne fut jamais repris. En l'espace de quelques heures, le terrain d'atterrissage ne fut plus qu'un vaste brasier jonché d'épaves d'avions. La tour de contrôle et la radiobalise, toutes deux détruites. Le principe sur lequel Navarre avait basé sa défense de Dien Bien Phu, à savoir la disposition d'un soutien aérien sans faille, se trouvait dès à présent menacé. De nombreux soldats non français de la garnison désertèrent ou abandonnèrent tout simplement le combat. De Castres allait perdre de cette manière 1/5 de sa force. Curieusement, tous ne passèrent pas à l'ennemi. La majorité d'entre eux resta à l'intérieur du camp retranché, quémandant à manger auprès de leurs anciens camarades ou chapardant de nuit ce qu'ils pouvaient. Curieusement aussi, De Castres toléra cette étrange situation. D'autres points clés tombèrent dans les 72 premières heures. Et avant la fin du 5e jour, toutes les défenses extérieures de Dien Bien Phu furent entre les mains des Viet Minh. Les Français avaient également perdu 1/3 de leur artillerie lourde. Miraculeusement, en dépit des brumes de mousson et de la précision mortelle de la défense antiaérienne Viet Minh, quelques avions réussirent à se poser avec des fournitures et des renforts, et même à emporter les blessés graves. L'aviation avait cependant été si fortement touchée que cela ne pouvait plus durer. À la fin de la première quinzaine, et ce fut presque une grâce, le terrain d'aviation était totalement impraticable, et l'impensable se produisit. Dien Bien Phu était coupé de tout, à l'exception de ce qui pouvait être parachuté en hommes et en matériel. Giap fit encore appel à son armée de coulisses, cette fois pour entourer Dien Bien Phu d'un vaste et complexe réseau de tranchées. Nuit et jour, la vallée résonnait de bruits d'hommes creusant